Cédric au cabinet. Merci Louis. Je suis trop content de te recevoir. Tu fais partie des personnes que j'ai rencontrées par le biais d'une super mise en relation. Et d'ailleurs, on peut saluer Florian Blot qui nous a mis en relation. Ça fait partie des mises en relation qu'on aime, parce que c'est des personnes qui nous connaissent. Et je pense qu'il avait visé juste lorsqu'il s'est dit « Guys, rencontrez-vous parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à partager ». Et depuis qu'on a eu cette mise en relation, on a partagé pas mal de choses, beaucoup de discussions entre nous sur la façon dont on accompagne nos clients. On a échangé aussi quelques dossiers sur lesquels on a pu bosser ensemble. On s'est rendu compte qu'on avait la même vision et c'est très important pour moi, pour toi aussi manifestement, et surtout pour nos clients, d'avoir autour d'eux des personnes qui savent bosser ensemble et qui ont une même vision. Et c'est justement sur cette vision que je voulais qu'on puisse parler, sur ton métier que tu as aujourd'hui chez Coactive Partners. Et c'est là-dessus que je voulais qu'on parle aujourd'hui, que tu nous dises un peu quel est ton quotidien, quelle est ta vision justement de ton métier. Tu nous diras plus précisément quel est-il, mais pour ne rien dévoiler en exclu, vous proposez une solution de CFO as a service. Absolument. Et c'est aujourd'hui, je pense, fondamental pour des boîtes qui ont beaucoup d'ambition et qui veulent aller loin, qui veulent faire de belles opérations sur leur capital, faire entrer des investisseurs ou à terme faire l'objet d'une cession. Et c'est ça qui nous intéresse. Quand j'ai lancé ce podcast pour parler de l'arrière-cuisine de toutes les opérations qu'on fait aujourd'hui et de mettre en avant les personnes qui travaillent au succès des entrepreneurs, de leurs projets, de leur société, eh bien, c'est typiquement ce genre de discussion qu'on va avoir aujourd'hui que je voulais mettre en lumière. Et donc, encore une fois, bienvenue sur ce podcast. Et si tu peux nous dire en quelques mots qui es-tu et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui de chez Coactive Partners, eh ben, ça sera la meilleure façon de lancer ce podcast. Eh ben alors on y va. Merci Louis. Merci pour l'intro déjà. C'est vrai qu'on a une tendance à vouloir essayer de faire tendre nos journées vers une journée idéale. Et quand on est mis en relation avec des gens avec qui on a envie de bosser, que ce soit avec des entrepreneurs, avec des personnes qui accompagnent des entrepreneurs, moi dans mon cas c'est ça qui me donne vraiment envie de me lever le matin. Donc on remercie Florian et on remercie effectivement tous ces clients qu'on accompagne et qui nous donnent l'opportunité de travailler ensemble pour des réussites collectives sur des projets entrepreneuriaux. Alors, tu as déjà dit pas mal de choses. Si effectivement on se résume, déjà, avant de parler de la vision du métier, donc le métier c'est bien CFO as a service, ça recoupe à la fois des missions de fractional CFO, c'est-à-dire qu'on est CFO part-time d'un certain nombre de sociétés, mais ça regroupe aussi de l'accompagnement dans des phases un peu plus stratégiques dans lesquelles les entrepreneurs ont besoin d'un accompagnement financier pour prendre des décisions stratégiques. C'est là où le CFO as a service prend tout son sens, parce qu'on est à la fois opérationnel, on a des missions dans lesquelles on a des mandats de CFO, donc on a une délégation d'autorité d'un président pour être responsable d'un périmètre dans les opérations de l'entreprise, mais on a également des missions d'advisory dans lesquelles on est très axé conseil en strat, conseil à la levée, conseil dans des phases de M&A, conseil post-phase de M&A, là où le M&A commence vraiment pour nous, c'est le moment où le SPA est signé en l'occurrence. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Et donc voilà, c'est ça qu'on fait, un modèle assez hybride entre du CFO part-time et de l'advisory pour résumer. Ok, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça ? Alors, et à justement créer cette offre qui est particulière, et je peux le dire parce que j'ai eu la chance de bosser avec toi et tes équipes. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé un jour de lancer une offre qui est, je pense, aujourd'hui unique sur le marché ? Alors, il y a deux éléments de réponse. Le premier va m'être un peu plus personnel, parce que évidemment, quand je suis allé dans cette voie-là, j'avais aucune idée encore de ce que j'allais faire concrètement. On peut en parler 2 secondes. Et puis après, il y a le projet que j'ai avec mes associés de créer Coactive Partners qui est venu dans un deuxième temps. Donc c'est vraiment en 2 temps. Donc l'histoire, elle commence dans des grands groupes. J'ai travaillé dans des groupes dans du conseil et de l'audit. J'ai travaillé sur les marchés financiers dans des postes un peu attendus à la sortie d'un auditeur de direction financière, dans une boîte cotée, au Nasdaq en l'occurrence. Je dirigeais les finances de la filiale en France, avant d'évoluer dans un poste un peu plus business, un peu plus transverse. Et en fait, au bout de 14 ans, je me suis rendu compte, donc 7 ans dans la première expérience, 7 ans dans la deuxième, je me suis rendu compte, il y a eu un déclic un jour, c'est le discours de Steve Jobs à Stanford en 2005. Ça a été
un déclic, ça m'a profondément marqué, ça m'a fait réagir très fortement sur ma vie pro, pourquoi je faisais tout ça et où est-ce que j'avais envie d'aller. Et en substance, ce que dit Steve Jobs à ses diplômés, à ces jeunes diplômés de Stanford, lui qui n'a aucun diplôme, c'est quand même très savoureux de l'entendre en parler. Il s'en amuse, il en joue beaucoup dans le discours. Il dit finalement, ce qui compte, c'est pas tant de savoir où on va exactement et de relier les points entre eux a priori. L'idée, c'est plutôt de suivre son intuition, de suivre son cœur, de chercher quelque chose qui nous passionne. On n'est jamais aussi bon que dans quelque chose qu'on aime faire. Et on va quand même passer quelques temps au travail dans notre vie. Donc c'est important de faire quelque chose qu'on aime faire, dans lequel on excelle, dans lequel on a envie de bien faire, qui nous donne le sentiment en tout cas de faire un super job. Et donc il dit, suis ton intuition et tu connecteras les points entre eux après. Alors là, ça a été une révolution pour moi. J'ai commencé à suivre un peu mon intuition, j'ai rencontré plein de monde, j'ai commencé à rencontrer des clients, j'ai commencé à rencontrer des amis, j'ai repris contact avec énormément de monde et je me suis rendu compte que finalement, ces échanges que j'avais, c'était passionnant. Et quand j'ai commencé à rencontrer des entrepreneurs, les échanges avec les entrepreneurs étaient passionnants parce qu'eux-mêmes étaient passionnés par ce qu'ils faisaient. Et là, mon intuition m'a dit, il faut que tu trouves un métier dans lequel tu côtoies des gens passionnés par ce qu'ils font tous les jours. Voilà, ça a été mon déclic. Une fois que j'ai identifié avec mon intuition on va dire le secteur dans lequel j'avais envie d'aller, moi qui n'ai jamais créé une start-up, je me suis dit, maintenant ce qui va être important, c'est comprendre comment ça se passe dans ce secteur. Et là, j'ai acquis assez vite une conviction après avoir fait un constat. Alors le constat, il est simple, c'est dans ce secteur de l'entrepreneuriat, dans ce qu'on appelle la French Tech, dans ce qu'on appelle les startups, tout le monde revendique accompagner des startups. Et là, je me suis intéressé à la sémantique. Ça veut dire quoi accompagner ? Donc, quand on cherche son projet professionnel, on phosphore, on a le temps en plus. Donc, je phosphore, je prends un dictionnaire, le petit Robert, 8-9 ans. Ma fille avait 9 ans à l'époque. Elle devait faire ses devoirs et chercher des mots dans le dictionnaire, donc je lui donne accompagner. Et une des définitions du petit Robert, 8-9 ans, c'est se joindre à quelqu'un pour aller là où il va en même temps que lui. Je me dis, tiens, c'est marrant parce que j'ai été dans le conseil, j'ai été dans l'audit, j'ai été après en interne, j'avais des clients en interne. Dans une boîte cotée, je reportais à des personnes qui étaient mes clients en interne. Mais au final, j'ai accompagné personne. Sur 14 ans de vie, dans des grandes boîtes, j'ai accompagné personne. J'ai accompagné peut-être des directions du contrôle interne, de la compta, de la finance ou autre, mais j'ai accompagné personne. Donc je me dis, tiens, ça me plaît. Il y a ce côté humain là qui ressort, que j'aime bien. C'est des gens passionnés par ce qu'ils font. Ouais, j'ai bien envie d'accompagner l'humain qu'il y a derrière. C'est pas un dossier, c'est pas un client, c'est une personne. OK. Pour aller là où il va, ça nécessite de savoir d'où tu viens. Et ça nécessite de savoir où est-ce que tu as envie d'aller. Et donc là, je me suis dit, tiens, c'est marrant, parce qu'avec toutes mes années dans le conseil et dans l'audit, j'arrive assez rapidement à me faire une idée d'une trajectoire, d'un projet, d'une idée. Et plus la boîte est avancée, et plus finalement, on arrive assez rapidement à se représenter une trajectoire actuelle. Si tu as un point de départ et que tu as un point ancré dans le réel d'aujourd'hui, tu as une pente, tu as un début de trajectoire. Et là, c'est le moment où je commence à parler un petit peu des envies. Où est-ce que tu as envie d'aller ? Pourquoi tu as envie d'y aller ? Comment tu as envie d'y aller ? Avec qui tu as envie d'y aller ? Donc là, on est dans l'humain. On est encore une fois dans un projet entrepreneurial, mais très axé humain. Et donc, je me suis dit, mais comment je peux faire pour accompagner ces gens-là, pour me joindre à eux, pour aller là où ils vont en même temps qu'eux ? Donc là, après, l'enjeu, c'est faire ce chemin avec eux. Et accompagner quelqu'un, tu réalises, en l'occurrence quand tu as des enfants, si je prends cet exemple, qu'accompagner ton petit à l'école, c'est pas le lâcher au rond-point avant en disant, tu sais, maintenant c'est tout droit, et puis tu tourneras à gauche et tu es devant ton école. Quand tu accompagnes ton gamin à l'école, tu lui lâches la main devant la porte d'entrée, tu t'assures qu'il est bien rentré dedans. Voilà, donc j'ai eu cette envie-là. Et quand il est dedans, tu lui expliques avant comment se comporter quand Absolument. tu seras à l'intérieur sans toi. Absolument, et t'espères qu'il a retenu 2-3 trucs de ce que tu lui as dit sur le chemin, en l'occurrence. Et donc je me dis, tiens, ça, ce serait sympa qu'on trouve un business model dans lequel on accompagne des entrepreneurs et tout en respectant cette définition du verbe accompagner dans le dictionnaire. Donc ça a été le constat. La conviction, parce que, encore une fois, on est à un moment de ma vie où ça fait 14 ans que je bosse, mais je n'ai pas monté moi-même de start-up. Et donc là, la conviction, elle m'a donné du courage, on va dire, pour le faire. Ce qui compte, ce n'est pas l'idée, c'est l'exécution. Je me suis dit, ok, je n'ai pas monté de start-up. En revanche, j'ai 2-3 choses à apprendre, peut-être, ou des retours d'expérience à apporter, que ce soit techniques ou comportementaux, organisationnels, à des boîtes plus jeunes. J'ai travaillé dans des grands groupes, mais il y a des choses que je peux apporter à des boîtes plus jeunes dans l'exécution d'une stratégie, l'exécution d'un projet, et parfois même dans la définition de la stratégie, pour
participer à des COMEX de grands groupes, parfois, effectivement, tu as quand même toute une armée de consultants qui t'expliquent des choses fort intéressantes, mais souvent, ils te disent ce qu'il faut faire, ils ne te disent pas comment il faut le faire. Ok, pour être très concret, une boîte, elle elle est toute jeune. C'est quoi les premiers conseils que tu lui donnes? Alors, en fait, le cash is king. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. Cash is king. Donc, ça veut dire que dès le début de ton projet, c'est important de bien te représenter ta trajectoire, on en a parlé, et très rapidement de te mettre dans l'idée que chaque euro investi, tu dois avoir un retour sur investissement que tu peux mesurer ou que tu peux objectiver un minimum. Donc l'idée, c'est pas je lance une boîte, je lève des fonds, je crame les fonds, je relève des fonds, etc. Donc là, vraiment, je pense que la première chose, c'est l'anticipation. Super intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que cette éducation, j'allais dire, financière, alors ça tient en deux mots, cash is king, et ce que tu nous dis derrière sur le fait que chaque euro doit apporter de la plus-value, c'est vrai qu'au tout début, quand on est, et on le voit chez nos clients, quand on est jeune entrepreneur, on n'a pas forcément ça en tête, parce que souvent on lève, on peut avoir d'un seul coup beaucoup d'argent, et on ne se rend pas compte à quel point cet argent-là est une ressource absolument précieuse, un peu comme un bateau qui partirait pour une aventure sur une terre dont on ne connaît pas la destination, et qu'il faut soigneusement garder ses réserves, parce qu'il peut y avoir des retournements de marché, il peut y avoir des difficultés plus grande pour lever sur le chemin. Et ça, c'est vrai qu'on l'entend assez peu. Souvent, on a... moi, ce que je vois aussi chez nos clients, et c'est là où on intervient pour bien les conseiller là-dessus, c'est que on leur dit, attention, vous avez levé des fonds, mais le plus dur reste à venir, et que la levée de fonds n'est pas une finalité en soi, puisqu'après, il va falloir déployer correctement son argent. Et c'est là où vous intervenez aussi au day-to-day auprès de ces clients-là. Alors là, pour le coup, on touche au cœur du projet de Coactive Partners, celui qu'on porte avec mes associés. L'idée, c'était effectivement de dire que dans un projet entrepreneurial, nous, ce qu'on aime, c'est les phases de transition. Et dans un projet entrepreneurial, ça tombe bien, il y a pas mal de phases de transition. C'est quoi une phase de transition ? Ça va être le POC est une phase de transition, le moment où tu vas passer de l'idée à quelque chose que tu arrives à mettre en place, à mettre en œuvre et à monétiser. Lever des fonds pour construire ton équipe. Quand tu vas faire un seed avec des business angels ou avec des réseaux, tu vas pouvoir commencer à constituer ton équipe et à essayer d'avoir un MVP. C'est une phase de transition. Ensuite, lorsque tu commences à aller chercher de la scalability, quand tu commences à aller chercher de l'industrialisation dans tes process, c'est une super phase de transition, en l'occurrence là pour nous. Et en fait, on passe de phase de transition en phase de transition. Une fois que tu t'es industrialisé, tu vas peut-être vouloir te diversifier. Il y a du M&A. Tu vas peut-être vouloir faire une croissance externe pour t'implémenter dans un nouveau pays, prendre des parts de marché plus rapidement, t'internationaliser pour accélérer ton modèle. Donc là, c'est une autre phase de transition. Tu as signé ton SPA, commence une nouvelle phase de transition. Tu vas intégrer des hommes et des systèmes dans ton organisation. Tu as imaginé un plan, tu as imaginé des synergies, tu as imaginé un moyen de réaliser toutes ces opérations avec parfois des banquiers, des avocats d'affaires, etc. Mais à un moment donné, tu es dans la vraie vie, il va falloir fusionner tes équipes. Et là, tu arrives dans un autre moment qui est un moment de transition. Donc finalement, nous, on découpe les projets entrepreneuriaux en phases et on essaie d'apporter dans chaque phase une contribution active et opérationnelle. Ok, on parlait tout à l'heure des hommes. Est-ce que c'est finalement pas la période la plus difficile pour un entrepreneur d'être à la fois le meilleur pour innover, le meilleur pour consolider, le meilleur pour convaincre des personnes de le rejoindre dans une aventure en investissant, et d'être la personne aussi qui va permettre de scaler la boîte? Et est-ce que finalement, quand on parle de ces transitions, il y a à la fois la transition de la boîte qui évolue, mais aussi l'évolution de l'entrepreneur qui a fondé la société et qui doit la porter et se réinventer tous les jours? Oui, absolument. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à rencontrer parfois deux profils d'entrepreneurs. Certains entrepreneurs sont vraiment très créatifs et ont vraiment beaucoup d'énergie et d'envie pour créer des choses from scratch, vraiment du départ, et les amener jusqu'à un moment où il commence à y avoir un peu de process, un peu d'équipe, et où le projet pourrait être amené plus loin par d'autres. Donc on rencontre parfois des fondateurs qui sont là plutôt dans la phase early stage et qui ont envie ensuite d'aller vers un autre projet et qui vont chercher à revendre leur part assez rapidement pour faire autre chose derrière. On a d'un autre côté parfois des entrepreneurs, que ce soit dans des PME familiales ou même des scale-up,
qui eux, en revanche, aiment industrialiser les process, aiment aller chercher de la croissance à l'international, aiment faire du M&A, aiment diriger une équipe avec des gens dans plus de départements. Au début, dans une start-up, tu t'appuies sur quelques personnes et petit à petit, tu constitues ton état-major et tes équipes. Donc, il y a des personnes qui aiment encore plus cette phase d'après. On a une tendance, nous, à accompagner les gens qui sont dans la première phase. Ok, voilà. Et dans cette première phase, finalement, comment tu repères un entrepreneur qui a de la suite dans les idées ? C'est quoi les éléments où tu te dis... parce qu'on parle souvent aussi de nos façons d'accompagner nos clients, et comme on s'engage très fortement dans chaque projet, d'une certaine manière, on les choisit aussi un peu, nos clients. À quel moment tu te dis, quand tu rencontres un prospect, ouais, celui-là, j'ai vraiment envie de l'accompagner parce qu'il a de la suite dans les idées et je sais que ça peut créer quelque chose de fort. C'est quoi les indices qui te permettent de t'engager dans un projet ? Ok, donc la question c'est plutôt par rapport à nous, comment on s'engage dans un projet. Ouais, exactement. C'est plus compliqué de juger un entrepreneur en soi, en fait. Mais donc vu de notre fenêtre, les projets dans lesquels on a envie de s'engager le plus, alors c'est des personnes qui s'éclatent dans ce qu'ils font. On le disait, nous on aime accompagner des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui diffusent une envie, qui ont du charisme, qui ont vraiment envie de bouger des montagnes. Ça c'est ultra motivant au quotidien et on a envie de se battre pour eux et avec eux face à toutes les adversités. Donc le parcours il est semé d'embûches, le parcours il est compliqué, surtout quand on est opérationnel, encore une fois, donc on prend des casquettes très opérationnelles. Donc évidemment on a envie de le faire pour quelqu'un qui nous motive, hein. Et ça c'est vraiment de l'intuitu personnel. Après on a des entrepreneurs qui effectivement ont de la suite dans les idées, qui sont impressionnants, qui ont du charisme, etc., mais qui ne sont pas forcément ouverts à l'accompagnement. Donc ça c'est important pour nous. L'idée, c'est de parler avec les entrepreneurs de quelle est leur place dans la chaîne de valeur, quelle est la place qu'ils occupent actuellement, quelle est la place qu'ils ont envie d'occuper avec leurs associés quand ils en ont. Et nous, on s'imagine assez vite quelle peut être notre place là-dedans. Les entrepreneurs avec qui on a des relations depuis maintenant plusieurs années, avec qui ça se passe vraiment bien, sont des personnes pour qui on représente peut-être, on est peut-être plus dans un rôle de sparring partner. On a des clients, ça me fait bizarre de les appeler clients aujourd'hui, certains sont devenus des amis, qui nous appellent simplement pour nous poser une seule question: tu ferais quoi à ma place? Et en fait, ce positionnement de sparring partner, de business partner, il est vraiment challenging pour nous. On n'a pas toujours la réponse à toutes les questions, néanmoins on aime beaucoup se poser les questions et chercher les réponses avec eux. Et c'est comme ça qu'on trouve notre place, c'est comme ça qu'on amène notre savoir-faire, notre réseau, nos compétences, mais aussi notre énergie. En fait, on essaie d'amener de l'énergie positive dans tout ça. Ça m'amuse beaucoup que tu parles de sparring partner parce que avant d'appeler le cabinet Soris Avocat, j'ai déposé le nom à l'INPI Sparring Avocat. Donc je l'ai toujours et peut-être qu'un jour Soris Avocat se transformera en Sparring Avocat. Tu parlais de casquette très opérationnelle. Du coup, c'est quoi concrètement votre rôle sur un dossier quand vous onboardez un client? Vous commencez par quoi? Alors déjà, comme je te l'ai expliqué, un modèle un peu hybride, on fait à la fois du CFO part-time et du conseil. On n'a pas un seul type de client dans une seule phase de maturité. Aujourd'hui, on a des startups pré-revenus, on a des scale-up post-série B, on a des PME familiales qui n'ont jamais levé ailleurs que dans une banque, et on a des boîtes qui préparent leur IPO. Donc en fait, on a un spectre déjà de clients qui est de nature assez différente, chez qui les problématiques ne sont pas forcément les mêmes, le timing non plus, et chez qui l'engagement personnel de nos interlocuteurs n'est pas le même non plus. Donc en fait, une fois qu'on a dit ça, on a des clients de taille et dans des secteurs différents et de typologies différentes. Soit on a des missions qui s'apparentent à des missions de DAF. Donc là, par exemple, on va nous confier la préparation d'un reporting, d'un budget, mettre en place du process pour pouvoir produire de l'information financière de façon plus automatisée, plus sécurisée. Donc là, on va venir avec une casquette de directeur financier, mais dans un rôle de conseil pour mettre en place des nouvelles choses, de façon à produire un output qui tourne beaucoup autour des budgets, des plans de trésorerie ou d'un business plan dans des phases de transition. Ensuite, on a des clients qui nous confient vraiment un mandat de DAF. Et ça, je pense que c'est le plus challenging, le plus compliqué dans un modèle externe, c'est d'avoir la responsabilité d'une direction financière,
d'avoir le management d'équipe, d'être membre du COMEX d'une société. Encore une fois, c'est une délégation d'autorité d'un président. On n'est pas dans une mission, on est dans un mandat. Donc on ne peut pas dire, quand on est DAF externe et qu'on intervient quelques jours par semaine ou quelques jours par mois, je suis DAF de ta boîte le vendredi, je suis DAF d'une autre boîte les autres jours. Ça ne fonctionne pas dans notre modèle. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans tous les process opérationnels de la boîte, dans tous les emails, dans tous les meetings, etc. Et donc c'est à nous de nous organiser en bonne entente avec nos clients pour avoir ce mandat, mais en n'étant pas tous les jours dans la société. Ça demande un peu c'est un exercice de style, ça demande un peu de savoir-faire et d'engagement pour y arriver. Mais nous, ça nous passionne en tout cas de le faire. Et ensuite, il y a des missions sur lesquelles notre rôle, il est vraiment beaucoup plus axé sur le conseil. Ça va de rédiger une note stratégique pour réfléchir à l'intérêt de partir dans une opération de croissance externe, ce qu'on appelle le make or buy. Est-ce qu'on a plus intérêt stratégiquement à le faire en interne ou à le faire en externe? Donc on va réfléchir très en amont à ce moment-là dans la discussion. Ou alors ça peut être, je me prépare à une levée de fonds. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que j'ai des chances de lever? Comment? Combien? Etc. On nous pose souvent la question du combien, ce qui est quand même très étrange. On est externe, on découvre l'entreprise, parfois on connaît les entrepreneurs depuis un petit moment, mais on nous pose souvent la question, tu penses que je peux lever combien? Alors c'est une façon de réfléchir qui nous Combien je peux ou combien je dois? Finalement, la question, quand on commence à les décortiquer, elle est complexe. Et donc, nous, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que le BP, tu ne le fais pas au moment où tu lèves des fonds, en réalité. Ton BP, c'est ton plan de développement stratégique. C'est la façon dont tu penses déployer des initiatives stratégiques, donc des tactiques, pour atteindre un objectif. C'est du pilotage, en fait. Un BP, ça te sert à ton pilotage quotidien de ta boîte. Donc, nous, on aime bien, effectivement, commencer par là. C'est pas tu peux lever combien, c'est tu dois lever combien et pour faire quoi. Voilà. Généralement, quand on t'envoie des BP, tu te dis qu'ils étaient sur la bonne route ou comment ça se passe? Moi, j'ai déjà vu quelques BP où j'avais quelques interrogations. Alors, c'est assez amusant parce que finalement, on voit un peu de tout. On reçoit des BP, des decks, on en reçoit toutes les semaines avec mes associés. Et c'est vrai j'ai une anecdote là-dessus. J'ai encore une personne qui me disait il y a 2 semaines, OK, je vais t'envoyer mon BP de levée, ça m'intéresse d'avoir ton opinion, mais ne me juge pas. Alors je dis, mais pourquoi tu veux que je te juge? Il dit, écoute, c'est un BP, quoi. Voilà, moi je suis pas CFO, j'ai fait ce que j'ai pu, alors j'ai un peu honte de te l'envoyer. Alors, je dis, je peux pas t'aider si t'es pas transparent, il va falloir qu'on discute quand même de tout ça. Il va falloir que tu montres comment, justement, la façon dont tu l'as créé m'intéresse plus que l'output, parce que je te rassure tout de suite, je vais avoir 1000 choses à te dire sur ce que tu me présentes, c'est sûr. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt comment tu as pensé ta stratégie, comment tu as pensé ton plan de développement de ton business, et c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler. Nous, 80% du temps sur un BP, c'est la top line. On travaille 80% du temps sur la première ligne de ce qui est communément appelé un BP. Et c'est quoi la première ligne c'est le chiffre d'affaires. C'est la top line du BP, c'est le chiffre d'affaires. Et donc finalement, c'est là où on voit qu'il y a une méconnaissance, on va dire, de l'intérêt d'un BP pour beaucoup de chefs d'entreprise. Un BP, ce n'est pas un document de communication avec des investisseurs ou avec des banquiers. C'est un plan de développement stratégique. Et donc le BP est censé définir ta stratégie pluriannuelle pour aller vers un objectif que tu arrives à quantifier, enfin que tu arrives à préciser aujourd'hui, que tu arrives à exprimer aujourd'hui. C'est ta vision, en fait. Ta vision, elle ne change pas. La façon d'y arriver peut changer, il faut garder de l'optionnalité, mais ta vision, elle ne change pas. Et c'est ça qu'on vend à des investisseurs, pourtant. C'est fondamental. Les investisseurs, évidemment, s'ils ne comprennent pas la vision, où a envie d'aller la boîte, comment elle a envie d'y aller... Nous, souvent, les investisseurs, ce qu'ils nous disent, dans les process de levée, ils nous disent « on aime bien ce qu'ils font, on aime bien l'équipe, on aime bien le projet, c'est un secteur dans lequel on a envie d'être ou dans lequel on a déjà des intérêts. En revanche, on ne comprend pas comment ils vont faire. » Alors ça, c'est un truc qui nous épate, c'est on ne comprend pas comment ils vont faire. Comment, en présentant un BP, on peut avoir systématiquement cette réponse des investisseurs? Ça montre bien que le BP n'est pas travaillé suffisamment en amont de la levée pour en faire un outil de pilotage. Si tu maîtrises bien ton outil de pilotage, tu sais le présenter à des investisseurs pour expliquer où tu as envie d'aller et comment tu as envie d'y aller. Et nous, c'est une phase qu'on aime beaucoup. Tu demandais des exemples de comment on se rend opérationnel parfois dans les boîtes. Nous, on appelle cette phase-là l'investment readiness. On se prépare à lever. On va déjà vérifier pourquoi on lève, auprès de qui on a envie de lever, définir une stratégie de levée. Est-ce que c'est intéressant de lever aujourd'hui? Souvent, on s'imagine qu'il n'y a pas le choix, il faut lever. Mais ça veut dire quoi, lever? C'est auprès de qui? Pour faire quoi? Et finalement, il y a pas mal de boîtes qu'on a accompagnées qui ont fini par pas lever, qui ont fini par faire ce qu'on appelle bootstrapper, qui, avec la BPI, avec
avec des réseaux, avec des banques, on réussit finalement à atteindre des KPI qu'ils ne pensaient pas atteindre tout seuls. Et ensuite, certains sont partis en levée, mais plus du tout dans la même configuration et plus du tout avec les mêmes interlocuteurs en face. Ok, donc le BP est quand même l'élément indispensable à super bien travailler pour pouvoir aller voir des investisseurs. Ou pas, d'ailleurs. Pour moi, c'est fondamental. Et voilà, si tu vis ton BP comme un élément de pilotage et que tu vois vraiment un intérêt pour ça, stratégique pour le pilotage de ta boîte, ça va te servir. Si tu vois ça uniquement comme une feuille Excel qui montre un PNL, un compte de résultat, non, là, ça va être un moment assez pénible et douloureux pour toi, chef d'entreprise. Et effectivement, nous, on essaye de rappeler qu'un business plan, il y a le mot business dedans. C'est souvent oublié. Il n'y a pas le mot PNL dans business plan. C'est un plan business. Donc, l'idée, c'est de bien travailler ta top line, bien travailler ton business model, bien travailler ta stratégie go-to-market, représenter tes KPI commerciaux et financiers qu'il y a derrière ta top line. Et ensuite, effectivement, la vision coût, elle vient derrière. Et finalement, la vraie question, c'est j'ai besoin de quelles ressources d'exploitation et de quelles ressources d'investissement pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc ça nécessite déjà d'être très clair sur ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de le faire. Et ensuite, les coûts, ça se modélise assez rapidement. Ce qui est plus compliqué, c'est modéliser le plan de financement. C'est commencer à... Mais généralement, ils terminent par ça, les entrepreneurs que je vois. Il faut que je termine le BP et... en tout cas, moi, dans mon analyse de ce que je vois, je trouve que nos entrepreneurs ne sont pas encore assez suffisamment bien aguerris sur ces questions-là. Et je pense qu'ils vont beaucoup devant les investisseurs avec quelques lacunes sur ce volet. Comment vous essayez, vous, de rentrer un peu sur le marché en expliquant l'importance de ces questions financières dans le cadre des opérations capitalistiques qui sont mises en œuvre ? Je pense que nous, on a vraiment un rôle pour le coup d'intermédiaire. On explique vraiment, on essaie d'expliquer aux entrepreneurs comment ça fonctionne, le monde de l'investissement. Il y a quelque chose qui nous a toujours étonné. Tu vois, financer, c'est l'acte de chercher du financement pour ton entreprise. Investir, c'est l'acte de mobiliser une somme pour avoir un retour sur investissement. Donc, si tu cherches à lever des fonds auprès d'investisseurs, il faut que tu comprennes déjà comment eux fonctionnent, quel est leur intérêt, et pourquoi ils font tout ça. Et toi, tu dois être très clair sur ce que ça va servir à financer dans ton entreprise. Tu vas mobiliser de l'argent pour créer de la valeur. Et tu crées de la valeur future, donc c'est basé sur une promesse qui est reflétée par ton BP, tu crées de la valeur future, mais cette valeur future, elle est quand même assez moyen-long terme. On parle souvent d'horizon à 4-5 ans dans un BP. Alors que toi, quand tu finances ton activité, moi dans la vraie vie, ce qu'ils me disent les entrepreneurs, c'est si je ne lève pas dans l'année, je ne paye plus mes salaires. Donc en fait, on voit bien que mobiliser une somme d'argent pour un retour sur investissement avec des calculs financiers de TRI, de retour sur investissement, pour sécuriser l'investissement un minimum, en tout cas les rendements espérés, c'est un métier à part entière. Entreprendre et financer le projet, ça nécessite d'avoir des ressources pour financer à la fois le très court terme et de se donner les moyens d'atteindre les objectifs à moyen long terme. Donc on voit bien que l'exercice, c'est encore une fois un exercice de style. Comment un entrepreneur peut expliquer ça à un VC ou un investisseur et vice-versa. Donc nous, on a déjà ce rôle dans cette phase qu'on appelle l'investment readiness, de se dire on va se préparer à trouver l'alignement entre les deux. Si le projet est porteur de valeur future à moyen long terme, et si on sait comment on va le mesurer, si on sait comment on veut le faire, comment on va exécuter la stratégie, on arrive toujours à aligner les intérêts, et on arrive non seulement à aligner les intérêts vus d'aujourd'hui, mais on arrive à aligner les investisseurs et les entrepreneurs sur un projet. Donc ensuite, si tu es accompagné par des gens avec qui tu as des valeurs communes, on entend souvent parler de smart money, d'investisseurs, que ce soit des BA ou des fonds qui veulent apporter plus que simplement des ressources financières. Donc si tu as des personnes qui ont des valeurs communes avec toi, qui sont alignées sur ton projet et qui ont des intérêts communs avec toi, on arrive à trouver un terrain d'entente. Exact. C'est dur de le tenir dans la durée après. Oui, exact, mais il faut déjà le comprendre dès le départ. Moi, je suis assez surpris quand je vois un certain nombre d'entrepreneurs avec qui je discute, qui ne savent même pas comment fonctionne un fonds VC et quels sont les objectifs du fonds VC. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait ce podcast, c'est pour faire preuve un peu pour essayer d'éduquer un peu les personnes qui nous écoutent ou de créer de la valeur autour de notre écosystème. Mais typiquement, on a l'épisode 2 qu'on a fait avec Augustin Sayer de OVNI Capital qui explique vraiment précisément comment fonctionne un fonds de venture capital et quelles sont, lui, ses contraintes, ses exigences et ses besoins et l'argent qu'il doit rendre à ses propres investisseurs. Et je trouve qu'effectivement, quand on comprend le bout de la chaîne et d'où vient l'argent et pourquoi il est mis dans la société,
eh bien, on comprend un peu différemment la raison pour laquelle on doit avoir un super BP pour savoir comment on doit l'utiliser pour créer de la valeur, puisqu'à la fin, clairement, c'est ce qui compte, Ouais. c'est ce qui compte le plus. Alors déjà, effectivement, très bon épisode de ton podcast, le numéro 2, que j'ai invité toute mon équipe à l'écouter. Évidemment, quand tu parles avec des VC, c'est vraiment intéressant de les entendre s'exprimer en transparence et de façon punchy comme il l'a fait. Après, on revient sur ce thème de l'exécution. Le BP te permet de démontrer, en tout cas de donner une idée de comment tu vas réaliser les objectifs. Et là, je vais citer Henry Ford. C'est un gars qui, quand je te disais ce qui compte, c'est pas l'idée, c'est l'exécution. J'ai appris depuis quelque temps que plein d'autres personnes qui avaient été des grands entrepreneurs avaient eu cette même idée. Et lui, il disait « Vision without execution is only hallucination ». Voilà. Donc, si ton BP n'est pas clair, c'est que tu as un sujet. C'est que tu as un sujet sur ton projet et ce n'est pas le moment d'aller le vendre à des VC. On avait eu une discussion ensemble et je trouve que ce serait bien qu'on l'ait à nouveau ici parce qu'il y avait un truc super intéressant que tu m'avais dit, c'est tu faisais une différence entre investissement et financement. Oui, mais c'est ça. C'est qu'effectivement, tu vois, le financement, c'est un acte de chercher des ressources financières en soi. Et finalement, quand tu as un entrepreneur qui cherche de l'investissement, il s'adresse à des investisseurs. Et donc, je trouve que les termes, parfois, on les mélange sans essayer de bien les comprendre. Là, je n'ai pas de définition précise à te donner, mais je pense que ce qu'il faut voir, c'est que financer, c'est un acte. Investir aussi. Et ça ne représente pas la même réalité derrière. Et la temporalité non plus. Tu vas investir, tu investis une somme upfront et tu espères qu'elle va te donner de la valeur future plus que ce que tu as dépensé upfront. Financer, c'est trouver un équilibre dans la gestion quotidienne de ton exploitation et dans le financement d'initiatives stratégiques qui vont te permettre de créer de la valeur future. Donc on voit que finalement, dans l'idée même de cette levée de fonds, de cet investissement, on peut très vite perdre de vue que l'un cherche à financer une activité et que l'autre partie cherche à avoir un retour sur investissement qui se mesure aujourd'hui et qui se suit dans le temps et qui se sécurise, parfois avec des clauses juridiques. C'est vrai que dans les levées de fonds, il y a toujours ce sujet de la valo. Et il y a cette tendance assez naturelle, on va dire, des entrepreneurs à vouloir aller chercher la valo la plus haute possible à un instant T. C'est quoi ton avis là-dessus, justement? Ça m'intéresse parce que j'ai souvent le débat avec un certain nombre de clients. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. On rentre dans ce thème de financer et investir, c'est pas le même métier. Investir est un métier. Moi, j'ai pas mal de fonds depuis 5 ans maintenant qui m'expliquent, lorsqu'on est en phase de levée de fonds, lorsqu'on commence à parler avec toi, avocat M&A, du pacte d'associés, qu'on commence à parler du term sheet, etc. Là viennent tout un tas de clauses juridiques. Alors ça, c'est la grande nébuleuse pour les entrepreneurs. Ils savent qu'il va falloir signer un papier qui fait 50 pages. Ils savent que ça ne va pas forcément être très agréable, mais que ça fait partie du jeu. Et ils comprennent en général pas très bien ce qu'il y a dedans pour ceux qui découvrent, ceux qui sont one-time founders. Et donc là, finalement, le sujet de la valo, il faut le lier à cette période-là de la négociation, finalement, des termes de l'investissement. Pourquoi ? Si tu lèves sur une valo qui est jugée haute, il y a deux options possibles. Soit le fonds va dire la valeur est trop haute, ça ne m'intéresse pas, parce que mon espérance de gain futur va être impactée par une valorisation au départ qui est trop haute. Ça, c'est la première chose. Et effectivement, Augustin le dira mieux que moi, la façon dont ils visualisent, dont ils modélisent leur ROI est assez mathématique. Et donc, plus ta valeur est haute, plus il va falloir avoir des espérances de gain élevées et des exits élevés pour rentrer dans tes ratios. Mais il peut quand même y avoir des fonds qui disent bon, la valo est un peu élevée, mais ça nous intéresse quand même. Donc là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sécurisent. C'est là où on a du travail. C'est une approche par les risques. Donc ça, c'est vrai que quand tu es dans des grands groupes, tu passes ta vie à faire des slides dans des comex pour expliquer quels sont les risques et finalement pour espérer que quelqu'un va finir par prendre une décision pour assumer le risque. C'est d'ailleurs pour ça que toi et moi, on a souvent du job dans les grands groupes parce qu'ils vont souvent faire appel à des externes pour dire voilà comment il faut faire. Et puis en comex, tu produis le rapport, tu dis bon, c'est un tel qui le dit et quelqu'un finit par prendre la décision d'assumer ce risque. Donc dans les startups, c'est un peu différent parce que là, pour le coup, il n'y a pas besoin de comex et de beaucoup d'intervenants externes pour prendre une décision et assumer un risque. Le sujet, c'est que
l'entrepreneur doit comprendre que l'investisseur va mesurer le risque, que la valo a un impact sur son risque et que si la valo est jugée élevée, il va chercher des mécanismes pour le sécuriser. Et donc nous, ce qu'on voit effectivement, c'est que parfois, il vaut mieux avoir une discussion un peu plus décomplexée sur la valo, de façon à ce que tout le monde ait une bonne perception du risque. Et le BP doit pouvoir modéliser ça aussi, la volatilité par rapport à certaines hypothèses modélise du risque dans le business model. Et donc, une fois qu'on a la même appréhension du risque, on a une bonne compréhension des risques intrinsèques à l'opération, à ce moment-là, on peut très bien avoir des opérations dans lesquelles la valo est un peu moins élevée, mais dans lesquelles il n'y a pas de BSA ratchet, dans lesquelles il n'y a pas d'action de préférence avec des liquid pref. J'ai appris assez récemment d'ailleurs ce qu'était une liquid pref participating. Bon, ça, c'est des sujets. Il faut l'avoir modélisé, le waterfall, pour comprendre ce que ça veut dire. Mais là, finalement, le sujet de la valo est un des sujets. Il faut mettre en perspective avec les autres. Il faut que les entrepreneurs sachent qu'à partir du moment où on a une clause de liquid pref non-participating, en fait, la valo, on peut mettre celle qu'on veut, elle veut rien dire. C'est mon point. Elle veut rien dire puisque, quoi qu'il arrive, à la fin, l'investisseur se rattrape sur le prix de cession si jamais il y a un prix de cession. Et l'autre difficulté quand il y a une valo trop haute, c'est quand il va falloir refaire un retour au stand pour remettre un peu de carburant dans la voiture. Est-ce qu'on va trouver quelqu'un qui va vouloir s'aligner sur la valo ou ne pas considérer que la valo d'avant était trop importante? Et dans ce cas-là, c'est les clauses de ratchet qui se mettent en place. Si on trouve quelqu'un pour y aller, mais souvent ça fait en sorte qu'on a promis, on a vendu un BP avec une valo trop importante et qu'après on est incapable de retrouver des personnes pour nous faire confiance et pour réaliser un BP dont on n'est pas sûr de réaliser les performances promises. Alors c'est sûr que nous, quand on accompagne des porteurs de projets dans cette phase-là, que ce soit l'investment readiness, le roadshow et ensuite, ça arrive régulièrement qu'on les accompagne ensuite dans une phase de direction financière externalisée pour mettre en place de l'efficacité opérationnelle dans un certain nombre de process, pour mettre en place parfois le premier board pack, puisqu'on a les premiers investisseurs qui arrivent, ou pour renforcer le contrôle interne pour se mettre à niveau et être en capacité de scaler post-levée de fonds. Quand on est dans les chaussures de la personne qui prépare la levée, qui accompagne pendant la levée, et qui ensuite est au premier board pour expliquer quel est le budget qu'il faut maintenant réviser. C'est assez complexe quand on explique que le BP et le budget, c'est pas la même chose. Ah non, ça c'était le BP de levée, maintenant on va parler du budget. Donc là, forcément, nous, on ne peut pas se permettre de faire des BP qui sont très théoriques. D'ailleurs, ça ne sert pas au pilotage de l'entreprise s'ils sont théoriques. Donc c'est compliqué de déléguer un BP complètement. Quand tu es fondateur, quand tu es cofondateur, tu dois t'impliquer, tu dois comprendre ce que veut dire ton BP, tu dois pouvoir le rattacher à tes derniers mois, à ta performance commerciale et financière des derniers mois, au moins les 6-12 derniers mois, mensuellement, et tu dois être capable de projeter les 12 prochains mois mensuellement également. C'est hyper important d'ancrer ce BP dans le réel. Mais ça nécessite des compétences quand même très fortes quand même pour s'approprier un BP. C'est pour ça qu'on est là. Ok, super. Et donc du coup, dans votre accompagnement, c'est-à-dire vous faites beaucoup de pédagogie? On refuse régulièrement de faire le BP. Ça veut rien dire. Est-ce que vous pouvez me faire un BP? Voilà, on m'a proposé tant de K euros. Est-ce que vous pouvez me faire un devis si je vous confie mon BP? On dit non, on va te faire le BP. On va le faire ensemble. Ça va être des phases itératives. On va peut-être passer 15 jours dessus, mais on ne va pas passer 15 jours d'affilée. On va travailler pendant 3 mois dessus. Et on va se voir toutes les semaines. Donc on a une approche, encore une fois, qui est beaucoup plus opérationnelle. Comment c'est reçu par le client quand tu lui dis ça de but en blanc? Globalement, je pense qu'on arrive assez rapidement à leur faire comprendre l'intérêt de la démarche. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on commence, on va dire, la démarche, on donne notre opinion, on essaye d'être très concret sur voilà ce que nous on pense de ce que tu nous as présenté, quel que soit le point de départ. Voilà ce qu'on ferait si on travaillait ensemble, et on commence. Là, on a l'habitude de dire avec mes associés, on considère nos prospects comme des clients et nos clients comme des associés. Donc là, notre prospect, c'est déjà un client, on va déjà faire l'exercice, on va lui montrer, et on va l'emmener dans notre démarche. Et là, en général, on voit très rapidement si ça fonctionne ou pas l'accompagnement. S'ils ont envie de nous voir une fois par semaine pour qu'on poursuive les discussions, si nous, on a envie de s'impliquer dans le projet, s'il est ouvert à l'accompagnement, on le sait tout de suite. Donc ça nécessite cette première phase où nous, on investit du temps perso pour être très concret, très pragmatique, en disant voilà ce qu'on pense, voilà ce qu'on a envie de faire. Et ensuite, c'est pour ça qu'on dit aussi, on considère nos clients comme des associés, c'est qu'on a cette position externe, on n'a pas de lien hiérarchique et on peut se permettre de dire ce qu'on pense. Et d'ailleurs, j'ai un de mes tout premiers clients lorsque je me suis lancé il y a 5 ans, qui m'a encore dit récemment, ce que j'aime bien avec vous, c'est qu'on peut tout vous dire. Donc ce rôle de sparring partner, il revient à ce moment-là. Et
En fait, on s'associe à la réussite du projet et on vit les discussions stratégiques, la préparation de la levée, du BP, etc., comme si on était associé dans la boîte. Et c'est d'ailleurs arrivé qu'on investisse dans les boîtes, et c'est d'ailleurs arrivé pour cette raison-là, c'est qu'au bout d'un moment, on finit par se prendre au jeu. Ok, super intéressant. Moi, pareil, j'investis aussi dans les boîtes que j'accompagne parce que on noue un lien effectivement très fort avec nos clients, et c'est vrai que souvent on a envie clairement d'être associé, mais pour de vrai. Et donc ça, je trouve vraiment sympa de faire ça. Et je crois que c'est notre ADN commun de l'accompagnement, tu le citais, et cette définition du verbe accompagner, je sais que tu y réponds aussi, se joindre à quelqu'un pour aller là où il va en même temps que lui. C'est une manière de répondre à cette définition du verbe accompagner que d'investir du temps, mais également parfois des ressources financières personnelles dans l'aventure. Ok. S'il y a des entrepreneurs qui sont dans une phase actuellement, des jeunes entrepreneurs qui souhaitent se préparer à lever des fonds, c'est quoi les quelques conseils que tu peux leur donner, clés, pour pouvoir réussir cette levée de fonds? Alors, business. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est business. On n'essaye pas de rentrer dans un parcours type. Hein, il y a souvent, on entend ça, oui, alors je suis dans le parcours type, réseau entreprendre, financement de l'innovation avec la BPI, bourse French Tech, etc. Nous, on voit quand même beaucoup d'entrepreneurs qui passent énormément de temps à faire des pitchs, à faire des rencontres de business angels, à rencontrer des réseaux, etc. C'est évidemment fondamental de s'ouvrir, de pouvoir discuter avec tout ce que peut apporter l'écosystème. Et on a la chance en France d'avoir un écosystème assez riche à ce niveau-là, qui aide les entrepreneurs à oser, à se faire du réseau, etc. Mais il ne faut pas chercher à rentrer dans un parcours type. L'idée, c'est savoir où est ta position dans la chaîne de valeur. Où est-ce que tu vas créer le plus de valeur dans ta boîte? Ça ne peut pas juste être chercher des finances pour avoir 3 mois ou 6 mois de runway de plus. C'est évidemment fondamental, mais ça ne peut pas être la seule façon d'appréhender le sujet. Donc la première chose, c'est tu veux aller où, tu veux y aller comment, et ensuite tu regardes tout ce qui est disponible. Et là, il faut avoir une démarche quand même ciblée. Il ne faut pas s'éparpiller, passer trop de temps à droite et à gauche dans des concours, etc. Il faut avoir une démarche ciblée. Lorsque tu es clair sur où tu veux aller, lorsque tu es clair sur les acteurs qui peuvent t'accompagner, en général, tu les trouves assez vite et c'est eux qui vont t'aider à rencontrer les suivants. Donc la démarche, c'est rencontrer 2 à 3 personnes par semaine, oui, mais il faut savoir suivre le fil aussi des rencontres. Et là, on revient à Steve Jobs. Relier les points. Connecting the dots. Donc en fait, si tu suis ton intuition, si tu rencontres les bonnes personnes, elles vont te faire rencontrer les bonnes personnes elles-mêmes. Moi maintenant, donc c'est un conseil que je peux donner, chaque personne que je rencontre qui m'ont paru vraiment intéressantes, je leur demande de me présenter 2 personnes. Et je ne sais pas encore qui elles vont me présenter. Je ne leur dis pas, présente-moi un client potentiel, présente-moi un expert de ceci ou de cela. Je dis, présente-moi 2 personnes. Je t'ai fait penser à quelqu'un, présente-moi 2 personnes. Il y avait une question que j'avais pour toi, je l'avais réservée pour la fin, mais du coup, puisque la conversation nous amène là-dessus, la question que je voulais te poser, c'était, si tu as une personne à me recommander pour recevoir sur le podcast, quelle serait cette personne que je pourrais inviter sur ce podcast? Franchement, c'est une question difficile. C'est une question difficile. Écoute, je pense que là, aujourd'hui, tu as eu pas mal de personnes qui représentent le monde de l'investissement et qui permettent déjà à des entrepreneurs de comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc, je pense que tu as intérêt à continuer, mais en diversifiant peut-être les profils. Tu pourrais avoir des personnes qui travaillent à la BPI, tu pourrais avoir qui sont donc spécialisés dans ce qu'on appelle le financement de l'innovation. C'est un sujet, l'innovation quand même. Je pense que ce serait intéressant d'avoir des personnes qui expliquent aux entrepreneurs quelles sont toutes leurs options. En fait. Donc tu as des personnes dans des réseaux entreprendre ou ailleurs qui peuvent aussi apporter beaucoup de choses. Je vais avoir du mal à te donner un nom comme ça. Hein. On va envoyer un message à Nicolas Dufour pour qu'il puisse venir dans le bureau nous expliquer comment fonctionne la BPI et comment elle finance largement les entrepreneurs de notre beau pays. Il y a peut-être aussi un autre angle, c'est il se passe des choses en région. Il y a plein de beaux projets en région. Donc, nous, Collective Partners, on est sur différentes régions. Donc, moi, aujourd'hui, je suis à Paris. J'ai 3 associés cofondateurs. Un qui est basé à Annecy et qui couvre la région des Alpes, y compris les Alpes suisses. J'ai un associé à côté de Marseille qui couvre PACA Occitanie. Et j'ai un associé à Barcelone. Nous aujourd'hui, quand on rencontre des entrepreneurs, c'est pas tous des entrepreneurs qui sortent du même moule, qui sont tous. Ils sont pas tous à Station F par exemple. Ils sont pas tous à Station F, ils sont d'ailleurs pas tous à Paris. En fait, on a pas mal de projets qu'on suit, y compris personnellement et dans lesquels on s'est investi et on a investi financièrement, qui sont en province. Je pense que ce serait fort intéressant aussi d'identifier des acteurs qui essayent de faire bouger les choses en province.
Ça nécessite peut-être un peu plus d'engagement quand on a envie de faire grandir un écosystème en province. Et il y a énormément de personnes qui essayent de le faire. Donc, très partant pour t'aider à trouver les futures personnes. Un peu plus compliqué pour moi de te donner un nom comme ça. Nous, on a beaucoup de clients dans le Nord, à Eura Technologies, à Grenoble aussi, où il y a un vivier d'entrepreneurs dans la deep tech, dans les biotech. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant comment il y a des pôles d'entrepreneuriat qui naissent et qui font vivre nos territoires. Et c'est vrai qu'on met souvent le focus sur Paris, mais il est vrai que nos régions, pour reprendre l'expression, ont beaucoup de talent. Nos régions ont du talent. Exactement, ont beaucoup de talent et d'entrepreneurs qui ne sont pas à Paris, mais qui font de belles choses aussi. Comment tu vois toutes les nouvelles technologies, notamment l'IA, intervenir aujourd'hui dans le day-to-day de votre travail? Comment vous l'appréhendez? En fait, c'est marrant. À chaque fois qu'on me prononce le terme IA, je ne peux pas m'empêcher de penser à mon beau-frère qui est docteur en IA et qui m'explique que l'IA n'existe pas. Donc ça me fait toujours sourire. On parle plus généralement de machine learning, d'algorithmes. Voilà. Donc nous, dans nos métiers, l'IA est déjà là en fait. On le voit au quotidien. Ça a déjà commencé à révolutionner un petit peu toute la phase qu'on appelle la pré-comptabilité. C'est vrai que le label IA fait tout de suite penser à des choses extraordinaires qui n'existent pas encore, mais en réalité, ça fait plusieurs années qu'on a des OCR dans les systèmes de gestion des factures. Pour vulgariser, c'est très simple. Tu envoies une facture dans un outil, il va tout de suite détecter tous les champs et il va t'enregistrer une écriture en comptabilité que ton comptable n'a plus qu'à valider, et il va te proposer un rapprochement avec tes flux bancaires quand il voit que la facture elle a l'air d'avoir été payée. Donc ça, c'est juste une révolution. Alors c'est déjà une révolution pour les experts comptables. C'est vrai que c'est un peu la fin des clients qui arrivent avec des pochettes de factures papier et de justificatifs de notes de frais. Je pense que là, la vie de nos amis experts comptables a beaucoup changé, ce qui leur permet aussi de se recentrer un peu plus sur l'accompagnement. J'ai beaucoup de discussions avec pas mal de cabinets qui justement profitent de cette digitalisation des process de pré-compta et de cette automatisation des tâches à faible valeur ajoutée, on va dire, pour faire d'autres choses. Donc ça, c'est passionnant, et c'est vrai que pour nous, DAF, c'est hyper intéressant d'avoir des experts comptables qui se mobilisent un petit peu plus dans le reporting, la planification stratégique et la gestion des problématiques quotidiennes de l'entreprise. Ça leur libère du temps pour faire ça. Donc ça, c'est particulièrement appréciable. Après, nous, l'enjeu de demain, je pense qu'il se situe au niveau des projections, au niveau des prévisions. J'ai un ami qui travaille dans un grand cabinet de conseil qui a racheté une petite boîte dans l'accompagnement de la mise en place d'IA dans les process métiers. Et aujourd'hui, il accompagne des boîtes cotées, des directions financières à faire leur business plan, ce qui pour moi me paraît assez surnaturel. Mais en réalité, ce qui m'explique, c'est que l'IA, les outils qui commencent à émerger, permettent finalement de corriger un certain nombre d'erreurs en comptabilité, d'identifier en tout cas des sources potentielles d'anomalies. Donc ça permet de cibler toute la démarche de contrôle de gestion, de contrôle interne vers là où on pense trouver des anomalies. Deux, ça permet de cleaner un peu la data, ça permet de s'assurer d'avoir un bon mapping des comptes comptables avec les comptes de gestion. Donc ça aide à faire ces rapprochements entre la comptabilité et la gestion qui sont hyper importants. Et ça permet de pré-mâcher le travail dans les reportings. Je vois mal encore comment l'IA va permettre d'avoir des reportings qui vont être automatisés. Je pense que ça va juste pré-mâcher le travail, peut-être à plus de moitié du temps d'un CFO, peut-être sur certaines tâches. Je vois mal encore aujourd'hui comment ça pourrait remplacer la partie analyse, la partie faire parler les chiffres, quoi. En revanche, ça va faire gagner un temps probablement précieux pour commencer l'analyse. Et puis après, pour aussi et surtout se concentrer sur le rendu de valeur aux personnes qui ont à écouter ce qu'on leur a à dire. Absolument. Et moi, ce qui me ferait, en tout cas, ce qui m'exciterait beaucoup, et c'est vrai qu'on a imaginé avec mes associés à un moment donné lever un peu des fonds nous-mêmes pour créer cet outil-là, c'est avoir un outil qui relie bien le cash et la comptabilité. Aujourd'hui, on a des outils qui permettent une gestion de la trésorerie, plus ou moins fine. On a des outils qui permettent de gérer la pré-comptabilité, les reportings, les relations avec l'expert comptable, etc., qui permettent à des entrepreneurs d'avoir une bonne compréhension de ce qu'il y a dans leur compte. Donc ça va vraiment dans le bon sens. En revanche, c'est très compliqué de passer d'une vision cash à une vision comptable. Et ça, c'est vrai que la plupart des gens qu'on accompagne font eux-mêmes difficilement la différence. Souvent, on l'a dit tout à l'heure, cash is king, on va gérer ces prévisions
sur base, on appelle ça la compta cash, vraiment sur base du cash. Dès qu'il faut réconcilier le plan de trésorerie avec la compta, alors là, en général, il n'y a plus personne. Et les outils ne permettent pas de le faire simplement. Sans DAF pour le faire, ça reste compliqué d'utiliser les outils qui proposent ce type de valeur, de proposition de valeur. Donc, j'espère que l'IA va permettre en fait d'avoir des plans de trésorerie qui partent de la compta. C'est ça qui, pour nous paraît le plus propre, le plus sécurisant, c'est d'avoir une compta clean qui te permet d'avoir des projections qui se traduisent dans des prévisions de cash assez précises. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on fait encore très manuellement, nous, les CFO, et ce serait fantastique qu'on ait des outils qui nous aident à faire ça de façon un petit peu plus automatisée. Ok. C'est quoi la suite pour Coactive Partner? Comment vous développez aujourd'hui et quels sont vos grands projets? Déjà, on continue à se développer en province. On a pour idée de se développer en Suisse, chez qui, on a déjà quelques clients en Suisse. On a envie de développer. C'est vrai qu'il y a pas mal de projets entrepreneurs, on l'a dit, dans ce bassin Rhône-Alpes, que ce soit à Grenoble, à Lyon ou en Suisse. Il n'y a pas le même type d'accompagnement qui est proposé en Suisse. Il n'y a pas exactement les mêmes moyens qui sont mis en œuvre pour faire émerger des startups et les aider à se financer dans les premières phases. Donc on a très envie d'aider des startups en Suisse, à Zurich et à Lausanne notamment. On a parlé de l'Espagne tout à l'heure un petit peu. Donc il y a une volonté de déploiement un peu géographique. C'est internationalisé aussi? Oui, on est déjà un petit peu international. Bon, c'est 2 pays, mais c'est vraiment le hasard de mes rencontres avec mes associés, de nos rencontres. On a très envie de porter ce projet ensemble. Et donc, notre présence géographique aujourd'hui découle du fait qu'on a vraiment voulu le faire ensemble. Après, on aurait été tous à Paris, on l'aurait sans doute fait aussi, ou tous à Marseille, ou tous à Barcelone, ou tous à Annecy. Il se trouve qu'on est dans des villes différentes, et donc on a très envie quand même de développer un écosystème à la fois local, mais également de s'appuyer sur l'ensemble de notre écosystème Coactive pour accompagner les entrepreneurs. C'est pas trop dur de faire grossir une boîte comme la vôtre avec des associés un peu partout en France? Dur, non. En 2024, on a quand même des outils de travail collaboratif qui donnent vraiment l'impression de la proximité. Donc je ne veux pas faire de pub pour les uns ou pour les autres, mais globalement, les outils aujourd'hui fonctionnent plutôt bien pour le faire. Nous, on y met en tout cas beaucoup de cœur à ce que l'équipe sente que c'est une seule équipe. Donc on a fait un séminaire l'année dernière, on fait un séminaire chaque année dans lequel on sue un peu ensemble, on fait de l'effort, et nous, on a un thème qu'on aime bien, c'est le thème de la montagne. Le thème de l'encordé, en fait. Tu gravis un sommet encordé avec le reste de ton équipe et avec nos clients, en fait. On essaie de gravir des sommets ensemble. On y arrive ensemble ou on n'y arrive pas. Donc on aime bien ce thème-là. Et il est émergé lors du séminaire de l'année dernière ce petit... je ne sais pas comment dire, ce petit slogan « One Team ». Et ça revient assez souvent maintenant dans toutes nos communications en interne. On se réunit aussi une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, toute l'équipe. Donc on se donne quand même les moyens d'être un minimum ensemble. Et ça, c'est important. Et puis après, on a des rituels entre nous. On se parle toutes les semaines ou toutes les 2 semaines avec toute l'équipe pour expliquer où on en est, où on va, comment on a envie d'y aller, les belles rencontres qu'on vient de faire, celles qu'on a encore envie de faire. Donc finalement, on porte un projet avec l'équipe. C'est ça qu'on essaye de faire. On installe un modèle qui est assez hybride avec... à la fois des équipes qui ont des mandats de CFO, des missions de fractional CFO, et parfois, pour les mêmes clients, mais dans une autre phase, plus du conseil. Et finalement, ce qui est vraiment sympa, c'est de voir que sans vouloir changer notre ADN, de l'accompagnement, on arrive à avoir un accompagnement un peu multiforme, multi-équipe. C'est-à-dire que selon la phase dont il est question ou le sujet dont il est question, on va assembler nos compétences dans l'équipe. Et ça, nos clients l'apprécient beaucoup. Et c'était un pari au début quand on s'est dit, on était avec mes associés, chacun à notre compte initialement. Quand on a dit, on va créer une équipe ensemble, c'était le challenge de se dire, mais ça veut dire quoi bosser en équipe sur ces missions de CFO externe? Et finalement, ça marche super bien. C'est assez fluide aussi avec nos clients. De se dire que en fonction des sujets, je ne vais pas avoir forcément les mêmes personnes dans l'équipe Coactive. Ça reste Coactive, ça reste la même équipe, mais on va chacun contribuer avec nos expertises et nos compétences différentes. Ok, super. Le temps tourne et du coup on va devoir s'arrêter. On aurait pu continuer encore longtemps. Merci beaucoup pour... Est-ce que je peux rajouter un dernier truc? Parce que carrément. Coactive Partners, on disait, l'idée c'est de se développer un peu géographiquement et à continuer à accompagner des chouettes projets entrepreneuriaux.
On accompagne aussi des PME familiales, chez qui on a des problématiques différentes, mais qu'on aime beaucoup aussi. On n'a pas parlé de Coactive Capital, qui aujourd'hui, finalement, n'est que la résultante du fait qu'on a de plus en plus de clients qui nous proposent ou qui nous incitent à investir chez eux. Et on s'est dit, pourquoi finalement, puisqu'il y a ce besoin qui est ressenti, puisqu'il y a cette appétence pour que des gens comme nous investissent aussi dans des projets entrepreneuriaux, pourquoi pas essayer de le faire ensemble? Et donc on travaille sur cette idée pour l'instant de créer un véhicule d'investissement qui serait, à notre connaissance, le premier véhicule d'investissement créé par des DAF pour investir dans des projets en phase très early stage. Et l'idée, c'est de dire, finalement... Les BP seront bien rangés. Oui, je pense que là, l'investment readiness, en tout cas, sera quelque chose d'assez naturel pour les gens qu'on accompagne dès cette phase-là. Mais l'idée, c'est d'apporter notre réseau, notre savoir-faire, notre expertise et de dire à l'offre d'investissement, qui ne se résume pas au VC, l'offre d'investissement, finalement, il y a peut-être, je fais une caricature, il y a peut-être 80% des fonds disponibles dans l'investissement qui suivent d'autres fonds ou qui sont un peu lead dans les tours. Nous, ce qu'on veut, c'est taper directement dans les 80% en leur disant « Venez partager le risque avec nous, parce que nous, on est DAF et nous, on investit dans cette affaire. » Et voilà pourquoi. Et on a très envie de faire ça. Donc, on parle de réemploi fiscal, on parle de véhicules d'investissement spécialisés, ça sort un petit peu du cadre de ce qu'on voit aujourd'hui, mais sans révolutionner non plus. Mais ce qu'on a vraiment envie de faire, c'est de flécher plus directement les fonds disponibles vers les projets qui, selon nous, méritent d'être amorcés pour que les fondateurs ne perdent pas trop de temps dans cet amorçage et cette recherche de financement et passent plus de temps sur le business, le développement du produit et le déploiement de leur stratégie. C'est assez fondamental de ne pas s'éparpiller au début. Malheureusement, tu n'as souvent pas le choix. Donc, nous, on voudrait apporter cet avantage concurrentiel de se dire « concentre-toi sur le business, on va s'occuper du reste ensemble ». C'est vrai que quand tu fais les stats auprès de nos clients sur le temps qu'ils ont passé dans la recherche de fonds, dans la recherche de subventions, dans la tentative de se faire un BP, etc., ça peut avoir des proportions énormes dans le temps passé. On pose systématiquement la question pour avoir une tendance de marché. Systématiquement, on nous répond plus de la moitié de mon temps opérationnel. Exact. Je le passe à essayer de faire survivre ma boîte dans les 3 prochains mois. Exact. Plus de la moitié de mon temps opérationnel. Exact. Et c'est ce temps-là qu'on peut essayer de faire gagner à nos clients. En tout cas, c'est la mission. Ok, super. Je fais une deuxième conclusion. Merci pour le partage. Franchement, c'était super intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de valeur. Si on veut te contacter, tu es dispo, tu réponds sur LinkedIn. On peut te joindre sur LinkedIn sans problème. Dispo tout le temps. Ok, formidable. Écoutez, ceux qui nous écoutent savent qu'ils peuvent aller retrouver Aldric sur LinkedIn sans aucun problème. Merci à toi encore et on se retrouve très prochainement sur nos dossiers communs. Merci beaucoup Louis, à très bientôt. vite. Salut, ciao.